Vous êtes dans Parole Mètre Pièce, votre émission politique du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Encore une petite demi-heure à passer avec notre invité du jour, monsieur Marcelin Nadeau, qui va se prêter au jeu des questions-réponses des internautes dans quelques instants. D'abord, les trois questions. Les trois questions à monsieur Nadeau de madame Julie Dulis-Petit. Je salue l'ambassade. Oui. Salut Jenny, j'espère qu'elle nous écoute. Moi aussi, en tout cas elle était très contente de participer à l'émission la semaine dernière. Elle était très contente d'ailleurs, très inspirée, on va dire, pour les trois questions qu'elle avait à vous poser. La première d'entre elles, tiens, quelle est votre vision pour le nord de la Martinique, précisément? Moi je crois que le nord, effectivement, s'intègre dans une dynamique martiniquaise. Et le problème du nord, c'est, je sais bien, on dit souvent que on est un territoire un peu défavorisé. Et je suis très sensible au principe d'égalité des territoires. Donc c'est en tant que Martiniquais, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on s'enferme dans une sorte de logique égoïste sur le nord chauvine. Non, nous défendons le nord parce que nous sommes une partie de la Martinique et j'ai mis à raison d'insister dessus. Et nous devons faire valoir l'idée que nous sommes des Martiniquais comme les autres Martiniquais. Donc nous avons droit à un développement durable. Mais la question du Nord, c'est aussi une question de vision du développement de la Martinique. Vous savez, on a bien compris, il faut vous revenir à l'histoire. En 1902, il y avait la compétition Saint-Pierre-Fort-de-France. Et finalement, la montagne peut a tranché en faveur de Fort-de-France, si j'ose dire. Ce qui fait qu'il y a eu un modèle de développement. Saint-Pierre intéressant. On le voit bien au Guadeloupe, si on prend l'exemple de la Guadeloupe, vous avez Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. En fait, il n'y a pas eu la montagne Pelée pour trancher. Mais on voit bien comment Pointe-à-Pitre a pris le pas sur Basse-Terre. Parce que dans la logique de développement, Pointe-à-Pitre était, le port, les conditions, etc., portuaires, tout ça était plus intéressant pour la logique de développement, on va dire un peu colonial au départ, n'est-ce pas? Et même très colonial. Donc, on voit bien que dans la logique du développement, c'est un centre avec tous les équipements administratifs, commerciaux, avec l'autoroute, le port, etc. Et puis, pour le reste de la Martinique, on se dit, bon, le Nord-Atlantique, on va faire des monocultures d'exportation, dans des conditions dont on sait qu'elles ont été quelque part dramatiques par rapport à la question du chlordécone. Et puis, pour le Nord-Caraïbe, on s'est dit, on ne sait même pas, peut-être Saint-Pierre, pourquoi pas la montagne Pelée, je ne sais quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut un vrai projet de développement pour le Nord, mais qui s'intègre dans une dynamique martiniquaise. Parce que nous avons beaucoup apporté. Si je prends l'exemple du tourisme, il y a un tourisme qui s'est développé. Bon, les aînés élus avaient une vision du tourisme, dans la vision un peu standard du tourisme, comme on le voit à l'échelle internationale, c'est-à-dire sable blanc, etc. Donc ils ont développé toute la zone des trois îlets avec des hôtels, casinos et compagnie, quoi. Et pendant ce temps, le reste du pays est un peu délaissé. Mais aujourd'hui, au niveau de l'offre touristique, on voit bien que ce tourisme-là n'est pas compétitif par rapport à Saint-Domingue, Sainte-Lucie, où il y a d'autres coûts. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même système économique et social que nous, et parce que aussi il y a des problèmes de compatibilité aussi des travailleurs par rapport à ça. Et moi, je suis d'accord avec les travailleurs martiniquais. Moi-même, je n'accepterai pas, parce que je suis plutôt proche des travailleurs, qu'un travailleur martiniquais accepte de travailler et d'être rémunéré dans les conditions de celles des travailleurs de Saint-Domingue ou de Sainte-Lucie. Non. Donc, ça, c'est un acquis pour nous. Donc, il faut du coup, on sait bien que comme les coûts sont forcément supérieurs en Martinique, on ne pourra pas concurrencer sur le même terrain ce modèle touristique tel qu'il est développé à Saint-Domingue ou à Sainte-Lucie. Non, mais il y a le Nord peut offrir d'autres formes de tourisme. L'écotourisme, le tourisme patrimonial, le tourisme communautaire, il y a plusieurs formes de tourisme que nous pouvons porter. Et je crois que nous sommes très bien placés, parce que c'est un tourisme qui cible une clientèle intéressante. Alors il y a des sociologues états-uniens qui ont travaillé sur ce qu'ils appelaient les types de consommation. Ils ont défini une catégorie qu'ils appellent les créatifs culturels. Non, mais pour faire ça, c'est les classes moyennes supérieures, et le modèle type, c'est le bobo parisien. Donc c'est des gens qui ont des valeurs, qui n'accepteront jamais que les enfants soient exploités, qui n'accepteront jamais que les travailleurs soient exploités, qui n'accepteront jamais que des écosystèmes soient malmenés et qui ont un bon pouvoir d'achat. Et nous pouvons, avec le potentiel que nous avons au Nord, cibler ce type de clientèle qui est respectueuse des valeurs humaines, environnementales et qui a en même temps un fort pouvoir d'achat. Donc c'est voilà le axe de développement touristique.
mais qui se base forcément sur notre patrimoine naturel, donc tout ce qui est montagne pelée, nos forêts, notre écosystème marin, le patrimoine par exemple qui est Saint-Pierre, etc., à condition qu'on ouvre la dynamique de Saint-Pierre à un territoire plus large. C'est pour ça que je plaide d'ailleurs pour qu'on sorte de cette logique de ville d'arrêt d'histoire. Aucune ville d'arrêt d'histoire en France n'est restée dans le système ville d'arrêt d'histoire. Ils ont ouvert la ville d'art à un pays d'arrêt d'histoire. Je plaide, je milite, j'ai milité, je milite encore pour qu'il y ait un pays d'arrêt d'histoire de l'Europe. Bref, ça c'est pour le tourisme, mais le tourisme, ça n'est pas un élément isolé. Ça suppose que nous ayons des démarches de qualité. Si on veut cibler ce type de clientèle qui est très attachée aux valeurs respect de l'environnement, il ne faut pas nous dire manger qui est plein de pesticides là-dedans. Il faudrait une agriculture saine, donc tout réorienter notre modèle agricole. Il faudra aussi penser la pêche, organiser la pêche en filière. Bref, dans le Nord, nous avons beaucoup de choses à faire sur le principe d'une nécessaire égalité des territoires, mais le développement du Nord s'inscrira inévitablement dans le développement de la Martinique entière, et la Martinique a plus besoin du Nord que le Nord a besoin de la Martinique. Je pense que le Nord pourrait beaucoup apporter à la Martinique, et je ne parle même pas d'innovation, d'espace innovation. Je prends un exemple. Nous avons à Saint-Pierre, et nous sommes battus en tant qu'élus du Nord Caraïbe, pour que le lycée de Saint-Jean, qui s'appelle Victor Anis, c'est un artiste plasticien Marguerite Le Savio au passage également, eh bien ne ferme pas. Donc, d'où l'idée intéressante du rectorat à l'époque, de nous proposer que ce soit un lycée du multimédia, du design, tout ça. Et c'est très bien que nous ayons ce lycée-là. Il y a des jeunes qui sont de partout pour venir dans ce lycée-là. Et ça permet d'avoir un lycée dans la région. Mais il faut pas, là, il faut raisonner du point de vue économique en termes d'écosystème. Il ne faut pas que ça soit un lycée qui est un sous-écosystème, reste isolé. Il faut que le lycée soit en relation dans le bassin d'emploi concerné, avec une activité économique en relation avec ce que fait le lycée. Et imaginez une zone d'activité où on aurait des startups avec des jeunes qui travaillaient sur le même secteur, le même sujet, le design, le multimédia, etc. Parce que les jeunes sont créatifs en quelque part. Et on ferait en plus le lien en termes de, je sais pas, l'image 3D, le développement du numérique avec le patrimoine de Saint-Pierre, avec le patrimoine autour de la montagne pelée, avec le caractère exceptionnel de nos forêts, etc. Mais vous voyez les gens qu'on pourrait, ne serait-ce qu'attirer, les jeunes qu'on pourrait attirer, et comment on pourrait, à travers un Nord, avec cette vision un peu innovante, nouvelle du développement économique, pouvoir attirer beaucoup de jeunes martiniquais, et qui, au lieu de partir, feraient le choix de rester dans leur pays, et singulièrement dans le Nord. Et je connais beaucoup de jeunes martiniquais. J'ai rencontré une jeune martiniquaise, je ne vais pas dire son nom, mais très intéressante, par exemple hier, sur ces questions de préservation de l'environnement. Mais on a un potentiel de jeunes qui pourraient travailler sur tous les sujets qui nous concernent. La question de l'agriculture saine, la question de la protection de l'environnement, la question des risques naturels. Et c'est autant de, sans compter le numérique, etc., c'est autant de secteurs où nous pourrions développer des connaissances, des savoir-faire, et qui seraient effectivement, pourquoi pas, exportables. Et je reviens à l'idée d'une ouverture sur les pays frères de la Caraïbe, avec des possibilités d'exportation vers la Caraïbe, etc. Et en même temps de perdre une pierre deux coups. Donc, j'ai mis, je crois, beaucoup au développement du Nord, mais nous devons penser le développement du Nord dans une dynamique martiniquaise et puis sortir des sentiers battus, du tout exportation, du tout banane et du tout importation par ailleurs. Deuxième question de Madame Geneviève Petit pour vous, Monsieur Nadeau. Accepteriez-vous de travailler avec toutes les femmes et tous les hommes politiques, toutes tendances confondues, pour faire avancer le pays et faire taire les grosses... Les grosses divergences. Voilà. Et les gros cancans. Voilà. Non. C'est-à-dire que j'ai... les guerres, pardon, les guerres. J'ai ni me connaît suffisamment pour savoir que je suis un homme plutôt affable, ouvert, toujours respectueux de l'autre. Mais je crois quand même qu'il faut, de toutes les façons, on travaille ensemble. Les élus travaillent ensemble, il ne faut pas croire. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous montre la télé, nous fait la jet, mais il n'y a pas de la jet, pas de caméra, il y a pas de travail. On travaille ensemble. Je travaille avec Jenny, je travaille avec le maire de Saint-Pierre, du Carabé, de Bellefontaine, du Lorrain. Je travaille avec tout le monde. À Cap-Nord, on travaille ensemble. Mais il faut continuer à travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça ne veut pas dire
qu'on n'ait pas de différence, de divergence ou d'opinion divergente. Non, moi je crois beaucoup aussi aux convictions. Il faut des élus animés de convictions. Et il faut que les élus, et on a besoin de débats politiques. Mais le débat politique n'est pas obligé de racheter comme nous. Je ne suis pas d'accord avec toi sur tel ou tel point, mais on en débat, on discute. Mais c'est forcément par le biais de la démocratie, le peuple qui va trancher. Mais une fois que le peuple a fait son choix et qu'on est dans une même institution, dans une même assemblée, mais on travaille ensemble. Il y a des dossiers sur lesquels, effectivement, on peut travailler ensemble, etc. Mais par contre, je sens, de manière subtile, la question de ma collègue, et c'est peut-être sous-jacent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire en Martinique un parti unique? Est-ce qu'on va mettre tous les élus? Je pose la question, est-ce qu'on va mettre tous les élus dans un même et seul parti? Alors, beaucoup de gens se plaignent de ce qu'il y a beaucoup trop de partis. Je veux bien. Ça, c'est plutôt la question de Carole, de nos internautes, qui demande comment percevez-vous les alliances politiques et est-il devenu impossible d'avancer avec un seul? Mais moi, je pense que ce serait quand même dommage que nous ayons un parti unique en Martinique. Et c'est dangereux, le parti unique. Il faut, c'est normal que l'opinion elle est diverse et qu'on respecte, qu'on prenne, qu'elle soit organisée en tenant compte de cette diversité d'opinions. Et d'ailleurs, je dois le dire, c'est pour ça que je suis particulièrement pour la proportionnelle intégrale. Parce qu'il y avait une époque où on reprenait, parce que c'est vrai, très souvent, quand il y a plusieurs courants, ça génère des difficultés au niveau de la gouvernance, parce qu'on a du mal à dégager une majorité cohérente, tout ça. D'accord, je veux bien entendre cet argument-là. Mais en même temps, le fait d'écraser, d'étouffer tous les courants qui pourraient exister en dehors, par exemple, deux grands courants, ça me paraît dommageable pour la démocratie. C'est pour ça que je suis pour la proportionnelle intégrale, où dans une assemblée, tous les courants d'opinion existants dans une société soient représentés. Et ça fait moins de frustrés, ça génère moins de frustration. Après, bien sûr, une fois qu'on a tous les courants représentés, comment travailler ensemble? Mais travailler ensemble, ça ne veut pas dire nier les convictions des uns et des autres. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons nos différences idéologiques ou de vision. Mais il y a aussi notre idée. Et en tant qu'écologiste, je la défends. Delphine Batho, une ancienne ministre socialiste de l'écologie, avait développé cette idée de majorité d'idées. C'est-à-dire qu'on peut, même si on n'est pas globalement d'accord sur tout, dans une assemblée, pour faire avancer des dossiers, on peut se mettre d'accord sur ce nombre d'idées qu'on fait avancer ensemble. Voilà ma méthode de travail. C'est-à-dire ne pas nier les différences et les divergences, savoir les prendre en compte, se respecter dans le débat politique, mais animer le débat politique de façon pacifiée, de façon, je veux dire, entre guillemets, beaucoup de guillemets, civilisée, respecter les choix démocratiques, lorsqu'une majorité est dégagée, savoir respecter les minorités, la proportion est égale, que tous les courants soient représentés, mais une fois qu'on est dans une assemblée, pouvoir travailler ensemble en dégageant, en allant vers cette majorité d'idées, c'est-à-dire pouvoir trouver à chaque fois le plus petit dénominateur commun pour pouvoir ensemble avancer dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt du pays. Je pense qu'on reviendra un petit peu sur cette histoire d'assemblée, mais avant cela, la troisième question de Madame Génédulis Petit. Que pensez-vous des femmes mères? Et est-ce que, surtout, vous en souhaitez plus pour le pays? Absolument. Et là-dessus, d'ailleurs, moi, j'ai une fierté quand même. En tant que gens du Nord, Moulni Nord, c'est que c'est toujours dans le Nord de la Martinique qu'on a eu des femmes. Depuis le Mont-Nevers, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à Génie, plus Marie-Thérèse Casimirius, c'est dans le Nord qu'on a eu les femmes finalement mères. Et c'est très bien. Et moi, je plaide effectivement pour que, eh bien oui, que la société politique, si tant est qu'il y en ait une, là encore avec des guillemets, soit à l'image de la société, donc qu'il y ait autant de femmes en proportion, bien sûr, dans nos instances politiques, il y a de femmes dans la société, qu'il y ait autant d'hommes, toute proportion gardée, qu'il y a dans la société, dans les assemblées, autant de jeunes aussi. Bon, il ne s'agit pas de rejeter les personnes les plus âgées, mais il s'agit, je trouve, effectivement, que la représentation politique martiniquaise est trop masculine et trop âgée. Il ne suffit pas d'exclure tous les hommes ou d'exclure toutes les personnes âgées, mais de trouver un équilibre entre les différentes générations et les différentes, au niveau du genre, entre les femmes et les hommes. Et pour ça, je suis entièrement d'accord avec un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées, c'est-à-dire l'imitation des mandats dans le temps, je dirais, de l'espace, c'est-à-dire éviter le cumul des mandats, c'est-à-dire le nombre de mandats portés par une même personne, et aussi limiter le nombre de mandats dans le temps. C'est-à-dire que je suis d'accord avec l'idée que
un maire on devrait limiter le nombre de mandats d'un maire à trois mandats. Moi, ça me paraît suffisant pour porter un certain nombre de projets, parce qu'il ne faut pas non plus qu'au bout du premier mandat, le maire soit remercié, parce que tous les projets prennent du temps quand même. Mais 3 mandats, c'est-à-dire 18 ans, 3 x 6, 18, ça me paraît suffisant pour mettre en œuvre une vision, un projet, etc. Et puis pour laisser la place aux autres derrière. Et même si le temps... Y compris celles et ceux qui peuvent continuer à porter votre vision, parce qu'il faut aussi, je plaide aussi pour que les élus soient humbles. C'est-à-dire être conscient d'une chose, c'est qu'on ne pourra pas porter tous les projets dont on rêve. Il faudra savoir à un moment passer le relais, aller vers ce qu'on va appeler la transmission pour que d'autres continuent à faire le travail qu'on a commencé. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Jacques Roumain, qui disait de façon poétique que chaque nègre qui naît doit faire son nœud dans la vie. Donc il nous appartient à chacun, et puis, enfin non, bien sûr, chaque génération, dans une totale opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Donc chaque génération a sa mission, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne peut pas tout faire. On est un homme, on est mortel, on n'est pas bon Dieu. Bel passage. Monsieur Nadeau, beaucoup de questions de nos internautes qui nous ont envoyé pas mal de belles questions et des questions notamment qui vont revenir un petit peu sur cette question de souveraineté et notamment la souveraineté en Martinique. La première d'entre elles est une question de David. David qui voudrait savoir s'il y a des alliances possibles, ou bien plutôt, est-ce que vous serez un candidat à la présidence de la CTM? Si oui, sinon, y aura-t-il des alliances possibles? Non, je salue David et sa question qui est très intéressante, sauf que je dis qu'on prend les choses par le mauvais bout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si je veux être président, si c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est si on pourra travailler à élaborer un projet alternatif, pas une alternance, hein, parce qu'on est dans la logique d'alternance, c'est-à-dire, bon, mon meilleur qui vous tire pour là, mon caméra pour moi, etc., et puis nous allons finir ça. Un projet alternatif, c'est-à-dire un projet qui soit en rupture avec les logiques actuelles, les logiques d'économie contrôle, toute importation, toute exportation, monopole, toute exportation, qu'on aille vers un vrai projet de territoire avec l'autosuffisance alimentaire, prenant en compte les questions de santé, notamment la dimension environnementale de la santé, etc., l'éducation, la culture. Bon, on ait un vrai projet alternatif pour ce pays. Et puis que Chamoiseau, pratiquement, je salue au passage, utilise le terme de métapolitique. Il disait qu'au niveau de l'action du programme politique, il faut quelque chose de supérieur. Et cette chose de supérieur, qu'il appelle métapolitique, la dimension métapolitique, nous l'appelons notre socle de valeur. Il faut un socle. Sur quoi on peut se mettre d'accord? À partir de quelle valeur on peut travailler ensemble? Alors, on n'a pas tous les mêmes valeurs, c'est normal, c'est une société. Dans une société, il y a forcément des contradictions. Et c'est ça qui fait qu'une société soit vivante. C'est comme un corps. Hein. C'est-à-dire que vous avez des organes qui fonctionnent. Et des fois, qui entrent en contradiction, ça donne des tensions. Un corps qui n'est pas en tension et un corps qui ne vit pas. Donc une société est un corps vivant, donc qui vit, qui a des tensions. Il y a des contradictions. Mais dans cette société, avec ces contradictions, il faut bien sûr qu'on pacifie les relations pour trouver démocratiquement, c'est ça le rôle de la démocratie, des solutions pour nous éviter le point physique. Mais il y a des gens dans le jeu démocratique avec lequel, autour de valeurs de projet, on peut se mettre. Et c'est ça qu'on ne peut pas savoir qui ça va le futur président, ça va pas intéresser mon raisonner comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec qui, effectivement, nous pourrons élaborer un projet alternatif dans l'intérêt de la Martinique. Et c'est sur la base là, je pense qu'effectivement, les écologistes l'ont compris. C'est-à-dire que, autant, effectivement, avant, on disait qu'il y a une droite, moi je pense qu'il y a une droite et une gauche, mais a priori, les gens ne sont peut-être pas a priori de droite ou de gauche. Des fois, j'ai eu des amis qui étaient de droite et qui nous ont rejoints sur un certain nombre de valeurs, ils travaillent avec nous. C'est ça qu'il ne faut pas faire de soustraction. Il ne faut pas rejeter les gens a priori. Il faut dire sur quelles valeurs on peut travailler et rassembler les gens autour d'un socle de valeurs, mais les rassembler autour d'un socle de valeurs avec l'objectif fondamental qui est de proposer à la Martinique un projet alternatif. Et à partir du moment qu'on s'est mis d'accord dessus, eh bien, on pourra commencer à rassembler, comme le disait le philosophe sociologue français, Edgar Morin, et bien, on reprenait ça dans la Bible, toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté. Je dirais toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais de bonne volonté. Et pourquoi pas ceux de la Caraïbe? C'est Seb qui vous pose cette question. Vous avez évoqué un mouvement intercaribéen dans votre jeunesse. Aujourd'hui, dans quelle mesure impliquer les voisins de la Caraïbe dans notre développement?
Mais justement, c'est ce que nous essayons de faire modestement pêcheurs, c'est-à-dire les impliquer dans notre développement et nous impliquer dans leur développement. C'est ça le co-développement. Nous développons nos pays ensemble. Et je crois que, bon, c'est pas le choix. Vous savez, nous avons un modèle économique et social et politique qui est tourné quasi exclusivement. Ça, nous avons hérité ça de l'exclusif colonial. L'exclusif colonial, c'était ça. Ça veut dire tout ça nous qu'apprendre qu'à venir de la métropole coloniale et tout ça nous qu'à aller. Donc c'est ça l'exclusif colonial. Ici, il faut casser ça. Il faut s'ouvrir justement à la Caraïbe, mais là aussi, c'est dans quelle vision? Parce qu'on peut avoir une Caraïbe où on échange économiquement, mais où c'est un marché avant tout, comme est l'Europe, essentiellement aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, l'Europe, mais c'est essentiellement un marché, l'Europe, un marché unique. Il faut sortir de cette idée de marché. Il faut penser une société, effectivement, caribéenne, avec des échanges, des relations, y compris économiques et commerciales, mais qui aillent au-delà des relations économiques et commerciales sur la base d'une véritable fraternité caribéenne. Je suis peut-être idéaliste en le disant, mais c'est mon idéal, c'est mon utopie, mais peut-être comme disait le poète, peut-être qu'elle est quelque part refondatrice. Peut-être que vous allez pouvoir aller accentuer un petit peu cette idée, puisque Georges voudrait savoir autonomie ou indépendance. Les États-Unis de la Caraïbe, une utopie? Non, pas du tout. Moi, je crois beaucoup aux États-Unis de la Caraïbe. D'ailleurs, j'ai partagé cette idée avec d'autres. C'est une idée qui avait été à l'époque développée par le GRS auquel j'ai appartenu, auquel je crois beaucoup, à l'instar du professeur Luc William et d'autres. Il y a des gens qui ont pensé l'unité caribéenne. Je pense que la réalité, notamment écologique, nous démontre ça tous les jours, la nécessité d'une gouvernance, une vraie gouvernance caribéenne. Mais je reviendrai justement sur ce qu'a émis Emmanuel Macron concernant les relations Guadeloupe et Martinique et la mutualisation. Alors j'étais assez d'accord avec le président Lise lorsqu'il disait que nous sommes des peuples distincts qui ont chacun notre identité et que ça lui rappelait qu'il y avait un projet de grande région, mais qui d'ailleurs était Martinique-Guadeloupe, qui a été porté à l'époque, mais par des gens, par exemple, du Parti communiste guadeloupéen, Girard, par exemple, a partagé, a avancé cette idée-là. Sans aller peut-être vers une grande région, je crois que entre la Martinique et la Guadeloupe, sur un certain nombre de questions, peut-être qu'en mutualisant nos moyens, en travaillant ensemble, nous pouvons être un modèle et un jalon posé quant à la construction de l'unité caribéenne. Notamment nous ouvrons sur les pays les plus proches, Sainte-Lucie, Dominique, Saint-Kitts, Saint-Névis, créer une sorte de déjà travailler à ça. Donc la Martinique, il y a des choses qui me paraissent aberrantes. Cette concurrence à la fois absurde entre la Martinique et la Guadeloupe sur des dossiers, ça me paraît contre-productif. On le voit bien, Macron n'a pas fondamentalement raison. Macron est dans une logique complètement économiste. Mais sorti de la logique économiste, le bon sens nous pousse à travailler ensemble. D'autant que, parce que très souvent, on est en compétition, mais face au papa blanc. C'est-à-dire, nous, en tout cas, dès la Guadeloupe, pour avoir les faveurs du papa blanc. À la Guadeloupe, trapper ça, ne pas jamais trapper, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que la Martinique et la Guadeloupe se disent, voilà ce que nous pouvons faire ensemble, dans notre intérêt respectif, mais on a un rôle aussi à jouer, les deux pays confondus, dans la Caraïbe, et ce que nous pouvons apporter dans le domaine de la santé, etc., en coopérant avec Cuba, etc. Donc je pense qu'il faut absolument travailler à mutualiser effectivement des moyens entre Martinique et Guadeloupe, mais en ouvrant cette dynamique, en partant d'une vision caribéenne de cette dynamique et en l'ouvrant à d'autres pays de la Caraïbe, à commencer par les pays de la Caraïbe qui sont les plus proches de nous géographiquement. On va continuer à en parler, il nous reste 6 minutes, un peu moins de 6 minutes, monsieur Nadeau. Je pense que l'expression libre, on va la sauter pour 2-3 autres questions des internautes, et notamment celle de Clara, qui vous demande où en est-on de l'affaire de la famille dominicaine. Ah oui, la famille Lyon, donc nous avons créé un collectif effectivement, donc il y a un répit parce que le préfet a dit attendre la décision du tribunal administratif. Mais très bientôt, donc je demande aux auditrices et aux auditeurs de se tenir informés, de rester à l'écoute. Nous allons organiser, le collectif compte organiser entre octobre et novembre une grande réunion, un grand rassemblement aux prêcheurs avec la famille Durand, de manière à insister pour que le préfet, parce que le préfet a deux possibilités de prendre une décision. À la suite des demandes formulées par l'avocat de la famille Durand, Maître Sélénis, qui est aussi membre de l'association et membre du collectif, il a demandé deux choses. Une première demande déposée au titre de la vie privée et familiale, parce qu'on sait bien que M. Durand a des attaches péchotines et martiniquaises à travers
son père et ses grands-parents. Et puis, il a déposé en plus une deuxième demande, parce qu'à la suite de mon déplacement à la Dominique, où j'avais ramené des photos et des images qui montraient bien que bon, les Durand n'avaient pas où aller pour vivre de façon décente à la Dominique, donc il a fait une demande à titre humanitaire pour que le préfet a deux occasions, deux moyens, deux possibilités de décider en faveur de la famille Durand. Et puis un certain nombre de parlementaires ont dit aussi être intervenus auprès du préfet, j'en ai discuté notamment avec Joseph Manin, auprès du préfet pour qu'il prenne une décision favorable à la famille Durand, parce qu'on a quelques craintes par rapport au tribunal administratif, parce que nos conseils nous disent que très souvent, les avocats martiniquais en général disent que très souvent, le tribunal administratif de Fort-de-France ne tranche pas en faveur justement des familles qui arrivent. C'est une affaire à suivre donc. Absolument. Il nous reste encore 4 minutes, monsieur Nadeau. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de questions. Mais une question qui m'a interpellé, c'est celle de Thomas. Thomas qui nous dit, monsieur le maire, vous avez une très belle commune. Comment développer son activité? Ça rejoint un petit peu la question également de Sylvie qui nous dit pourquoi pas plus d'événements sur le territoire du prêcheur, quelles sont les difficultés. Mais Thomas rajoute, pour le moment, ce sont surtout des restaurants qui nous font venir. Oui, mais c'est-à-dire que alors, les restaurants, il faut dire que pour rejoindre un petit peu la question de Sylvie, nous avons rendu, en quelque part, depuis que nous sommes là, on a organisé un certain nombre d'événements. Il y a eu le Music Festival Cascotte, il y a eu le festival de jazz qui vient, le fête patronale qui n'est pas mal, et puis le poisson son avec Bouilleton, il y a aussi le village de littérature pour le jeune public et tout ça. Mais nous avons un certain nombre d'événements, sauf qu'après, il y a quand même la situation financière. Je ne veux pas non plus les artistes nous le reprochent suffisamment. Des fois, ma difficulté, c'est que je veux faire plein de choses, mais on ne peut pas toujours payer. Et moi, je suis très gêné lorsque j'ai du mal, parce qu'il y a des aspects budgétaires, on peut toujours trouver une subvention. Mais après, il faut gérer la trésorerie. Donc, c'est toujours très délicat et de moins en moins, je veux engager des gens que je ne suis pas en mesure de payer. Et ça nous arrive trop souvent. Et c'est la difficulté financière. C'est vrai que la situation des communes en général et celle du prêcheur est préoccupante. Donc, nous travaillons en redressement financier. Et tant que le prêcheur ne sera pas complètement redressé, j'aurai du mal à accroître le nombre d'événements. Mais nous en organisons quand même pas mal. Je pense qu'on est une commune assez dynamique du point de vue événementiel. Mais il est évident qu'il ne faut pas se rester en termes de développement. Nous avons un vrai projet. Quand je parlais tout à l'heure de la question des risques, nous pensons, et des phénomènes, on va dire, du réchauffement climatique et des phénomènes géologiques, nous pensons justement, à partir de la rivière du Prêcheur, par exemple, les matériaux qui sont extraits peuvent être réutilisés. Non seulement le sable, qui peut profiter à la construction en Martinique et ailleurs, parce qu'on l'exporte des fois, mais les roches, les pierres, on peut organiser une filière avec des jeunes, etc. Autour de la question des risques et du réchauffement climatique, il y a des activités scientifiques qui peuvent être développées, avec la possibilité de donner à des jeunes martiniquais de trouver des débouchés. Et puis il y a aussi la protection de l'environnement, ça suppose de nombreux métiers. Autour, par exemple, si notre réserve marine avait été mise en œuvre comme elle devrait l'être, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui faisons que la réserve marine n'est pas concrétisée. Enfin, c'est la 7e et le parc naturel qui met en œuvre la réserve. Mais s'il l'avait fait, il y a des jeunes martiniquais qui pourraient y être employés et d'autres, des jeunes préchotins qui pourraient y trouver aussi un travail. Enfin bref, il y a potentiellement des choses à faire. Nous y travaillons. Nous avons un vrai projet de ville pour assurer le développement. Mais je m'aperçois, et en tant que maire, je deviens réaliste. Les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est la réalité, mais nous travaillons de façon déterminée à faire avancer notre commune, pas dans n'importe quel développement, parce qu'il y a développement et développement. On peut, détruire la forêt que nous partageons avec nos amis de Grand-Rivière, on peut détruire l'écosystème marin, mais ça, on peut appeler ça le développement. Nous voulons faire un développement durable, c'est-à-dire un développement qui donne justement des débouchés à nos jeunes ou moins jeunes également, qui crée de la richesse, mais en quelque sorte qui est très soucieux parce que c'est le développement, de préserver notre capital naturel, nos ressources naturelles, notamment dans l'intérêt des générations futures. Merci beaucoup, monsieur Nadeau, d'avoir participé à cette quatrième édition de Parole Maître Pièce. C'est là-dessus que nous allons finir l'émission, puisque nous sommes déjà en train de déborder.
Une émission que l'on pourra retrouver en rediffusion dès demain sur le 95.1 FM de 8h à 10h. Merci. Et puis, j'espère à bientôt. Ah non, mais j'ai pris plaisir vraiment à échanger avec vous. C'est très intéressant, très fourni, il y a beaucoup de contenu. Et en quelque part, je suis fier que nous ayons de jeunes journalistes aussi pointus et qui plus est, étant des journalistes implantés dans le Nord. Ça me fait plaisir, vraiment. C'est une réelle fierté. Merci encore d'être venu dans nos studios, monsieur Nadeau, et puis, eh bien, à samedi prochain.